Oui. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, GMT, Greenwich Mean Time. Le virus est toujours en activité. Plus de 36 200 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde depuis fin décembre pour un bilan de 1 057 84 décès. Au Cameroun, un communiqué du gouvernement signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vient rappeler à la communauté nationale que la pandémie du coronavirus n'est à ce jour ni vaincue ni éradiquée au Cameroun. Pour le ministre de la Santé publique, le Cameroun compte à ce jour 22 103 cas confirmés de Covid-19. Une situation embarrassante quand on se souvient que le 7 octobre dernier, le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État Ferdinand Gongo, dans une correspondance au ministre de la Santé publique, lui demandait de faire démanteler immédiatement dans les 24 heures le dispositif installé sur certaines infrastructures sportives dans le cadre de la riposte gouvernementale contre le Covid-19. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Covid-19 et seconde vague de contamination, faut-il s'en inquiéter? Pour en parler, nous avons invité ici en plateau et des politiques et des médecins. On aura également sorti, comme nous l'avons fait pendant ce qu'on a appelé la première vague, parce que nous aurons depuis les États-Unis un médecin camerounais. Sur ce plateau, bonsoir Cheikh Ali Assad, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, je suis secrétaire national au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui. Et je suis aussi avocat au barreau du Cameroun. Voilà, avocat au barreau du Cameroun également. Bonsoir Didier Yimkwa. Bonsoir Serge Alain Outou, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Je salue comme ça mes copanélistes. Merci une fois de m'avoir invité ici ce soir. Voilà, à côté de vous, Honoré César Gomo. Je rappelle Didier Yimkwa, vous êtes du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC. Oui, je suis membre du bureau. Du bureau politique, Politburo. Politburo, oui. À côté de vous, Honoré César Gomo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs et bonsoir à toute la jeunesse camerounaise. Voilà, Honoré César Gomo du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bien cela. C'est exact. Voilà, nous attendons sur ce plateau, il ne va pas tarder à arriver, le docteur Roger Étoile, il est médecin de santé publique qui sera là, c'est un habitué de ce plateau. Nous allons donc prendre la direction du Maryland, nous sommes aux États-Unis en cette veille d'élection présidentielle. Bonsoir le professeur Simon Mettenou. Bonsoir à tous les plateaux, bonsoir à mes collègues du plateau. C'est un peu revenu sur le théâtre et ça fait plaisir de partager avec vous les collègues. Oui, prof, on a quelques petits soucis, on va revenir sur lui. Bon, Honoré César, c'est communiqué qui tombe aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, qui demande à la communauté, dit clairement que le coronavirus n'est pas vaincu. Alors que lorsque vous baladez, vous constatez quoi? Le masque, il a complètement disparu. Oui, il est sorti de Monseigneur Cléda. Le virus n'est pas vaincu. Il est en train de marauder. Il est dans les parages. Il est du devoir du gouvernement de pouvoir attirer la sonnette d'alarme, que nous restions éveillés en respectant les mesures barrières telles que prescrites dès le départ. Et c'est vrai que je pense que la situation des Camerounais, au regard des chiffres que nous avons, il faut pouvoir le
préciser, nous avons eu à ce jour 22 103 cas de contamination. 429 décès. Et maintenant, nous avons eu à la suite 429 décès. Et il faut également préciser que dans les 22 000 cas, nous avons eu plus de 21 000 cas de guérison. Je pense que quand certains entendent ces chiffres-là, ils se disent, quel que soit lambda, nous avons l'antidote. Et c'est pour cela que le gouvernement attire l'attention et la vigilance de tout un chacun pour que nous ne baissions pas les bras. Et je voudrais également souligner que parmi ces cas-là, il faut comprendre que je pense 90% des cas ont été des solutions camerounaises. Nous avons eu la solution Cléda, nous avons la solution de la grand-mère, la solution de cette petite coctions qui ont marché et qui continuent à marcher. Mais jusque-là, nous avons vu nos hôpitaux, malgré tout ce qu'on a pu investir, nous avons vu nos hôpitaux chercher malades, nous avons vu nos aspirateurs, nos respirateurs chercher malades, attendre encore malades du Covid. Je pense que dans toute cette ambiance a amené les Camerounais à pouvoir affronter les réalités du Covid. Et il faut pouvoir également féliciter notre gouvernement qui, malgré que nous avons eu dans le monde entier près de 90% des confinements obligatoires, mais le gouvernement camerounais est resté dans un confinement volontaire, tout en attirant l'attention des uns et des autres de pouvoir respecter les mesures barrières. Et je pense qu'au regard de la situation aujourd'hui, le Cameroun est un cas d'école où beaucoup se sont inspirés et viennent s'inspirer avec... vous vous souvenez qu'au début de cette pandémie, il nous avait été prédit le pire. Et l'Afrique tout entière. Je pense que les tradithérapeutes, les solutions Cléda, les solutions de grand-mère et même la médecine conventionnelle au Cameroun ont fait leurs preuves. Et je pense que beaucoup, l'Occident principalement, n'a pas toujours compris pourquoi est-ce que nous en sommes sortis. Et je voudrais pouvoir préciser que dans les 429 cas de décès que nous avons eus, il faut pouvoir préciser que nous avons eu près de 95 cas de comorbidité. C'est des gens qui avaient déjà des antécédents qui ont succombé. Mais pour la plupart, il faut pouvoir souligner, encourager notre climat déjà et notre système alimentaire aussi. Je pense qu'il y a beaucoup joué sur tous ces différents résultats. J'ai discuté avec un médecin qui essayait de me relater un peu tous ces paramètres qui ont permis. Et vous allez voir que la plupart des Camerounais, on vous dira que 95% ont grandi avec le système de la grand-mère, de la poire ici, c'est-à-dire, et même le système alimentaire. Et ceci a contribué à pouvoir nous... et ça, c'est ce que l'Occident n'avait pas prévu. Et donc, au résultat qu'on a aujourd'hui, l'État voudrait rester en alerte, que malgré que, parce que l'État ne veut pas jubiler, malgré que nous ayons vaincu d'une certaine façon, maîtrisé, je veux dire, ça c'est l'expression qui convient, maîtriser la pandémie, il faudrait qu'on reste vigilant. Et c'est le temps de dire à tous les spectateurs de suivre les conseils et les orientations de notre gouvernement. Voilà, on va repartir parce qu'on n'a pas terminé tout à l'heure avec le professeur Simon Metonou, qui est immunologue. Il est dans le Maryland aux États-Unis. Professeur, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer cette, on va dire, cette arrivée de cette nouvelle vague, cette deuxième vague? Qu'est-ce qui n'aura pas véritablement fonctionné? Alors, bonsoir, et ça fait plaisir de revenir. Quand je suis passé ici en avril, je vous avais prévu que le Rwanda ne devait pas faire des ravages tels que ça se fait des pays occidentaux. Alors, la deuxième vague aujourd'hui, ça s'explique bien. Et ce que je me dis, c'est que dans les pays occidentaux, parce qu'aux États-Unis, la première vague a été faite. Ce qui crée la deuxième vague, c'est le changement de climat dans les pays tempérés. Alors, dans les pays tempérés, vous savez, c'est pas la grippe, mais c'est une maladie respiratoire. Et tout comme virus respiratoire de transmission augmente avec la baisse de température et la baisse de l'humidité. Ce qui crée cette deuxième vague du monde, c'est cette baisse de température et l'humidité. Alors, tout virus tel que de la grippe, comme je le disais, on a été dit que pendant la baisse de température, à plus de 5 degrés Celsius, sont transmis très facilement, ou aussi en baisse d'humidité. C'est cette période-là, dans les pays tempérés,
maintenant, ça va vraiment de novembre jusqu'à avril, et ça, c'est une période d'intense transmission de virus respiratoire. Alors, ce qui crée la deuxième vague, les températures sont baissées grandement dans les pays tempérés. Et il y a une baisse de ce qui fait que les gouttelettes qui sont des respiratoires, qui sont le virus, sont maintenant plus élevés et avec manque de sortie. Ça fait que les transmissions sont augmentées, quoi. Alors, ça, c'est une période dans le pays tempéré où il y a de grands vents. Alors, ce qui fait que les qui sont dans l'air traversent longue distance, quoi. Comparativement aux pays tropicaux tels que ou bien les pays voisins, où maintenant on a d'abdiner la pêche avec des températures, ça va favoriser la transmission des virus respiratoires. Moi, je n'ai pas trop peur de seconde vague en Afrique tropicale, je vais dire, mais je peux que beaucoup de temps vont être importés. Puisque dans les tropicaux, dans les tempérés, c'est ça, maintenant, ça veut dire que beaucoup de gens qui sont risquent d'aller en Afrique. Bon, au Cameroun, nous avons continué à rester très vigilants, respecter les règles qui ont été mises sur place. Et je crois qu'on va vivre la deuxième fois. Je trouve que beaucoup de transmissions seront importantes parce que le climat et l'environnement tropical ne permet pas de densité avec les hautes températures, les taux bas d'humidité. Moi, je dis, je ne vois pas une grande vague s'il faut transmission en Afrique centrale. Beaucoup sera fait pour les importer. Parce que là, tout dans les pays tempérés, la saison de transmission du virus respiratoire. Ok, merci, professeur, on revient à vous dans un instant. Didier Imkwa, le gouvernement qui fait cette sortie, vous avez suivi, hein, César tout à l'heure, il dit on a maîtrisé, mais c'est parce que l'Europe, l'Amérique, on constate cette nouvelle vague qu'on doit jouer les prudents au Cameroun. Surtout que les avions... Le ciel, on a commencé à rouvrir le ciel. Nous sommes dans un monde de circulation, comme dit Achille Mbembe. Ce qui me gêne un peu dans la réaction du gouvernement, c'est comme si elle était à la remorque de la France. Parce que c'est juste après le discours du président Macron. Lorsqu'il parle de l'urgence du reconfinement. Et jeudi avant de dire. Et puis à l'instant, avec les médias réticulaires, Facebook, c'est l'instantanéité. J'avais fait, pas un tweet, mais j'avais fait un post dans lequel je disais, bon voilà, maintenant que Emmanuel Macron vient de parler du reconfinement, quel est le plan de riposte du Cameroun? Bon, j'ai posé cette question, c'était pour attirer l'attention de mes lecteurs, de mes suiveurs. Voyez-vous, Serge, la crise sanitaire créée par cette pandémie a entraîné aussi une crise écologique. On en parlera durant l'émission. Mais je voudrais surtout mettre un doigt dans le comportement des Camerounais d'en bas. Mes amis, les Camerounais du pays réel. Il y a un certain nombre de comportements qu'il faut peut-être dénoncer, décrier. D'abord, le premier comportement, c'est la négligence. À côté de la négligence, il y a la certitude. Certains vous diront qu'on n'a qu'à faire, le coronavirus, c'est l'affaire des autres. Il y a aussi l'ignorance. Vous savez, l'ignorance et les certitudes, parce qu'il y a aussi les certitudes. Certains vous disent que non, cette histoire-là ne peut pas nous toucher. Or, l'ignorance, la négligence et puis la certitude sont comme des sœurs siamoises. Elles peuvent vous entraîner vers la mort. Mais ce qui est encore plus grave, c'est l'indifférence. Parce qu'il y a aussi ce comportement, cet aspect, l'indifférence. Les gens sont vraiment indifférents. Et or, l'indifférence, c'est le chaos. C'est pour ça que moi, depuis cette histoire, je me suis toujours adressé aux élus locaux. J'ai la chance d'avoir à ma gauche un conseiller municipal. Moi, je pense qu'on
on a centralisé le plan de réaction de cette pandémie-là au niveau de Yaoundé. Or, on aurait dû laisser ça aux maires, les élus locaux, qui sont plus proches de la population. Parce que quand vous marchez dans la ville, nous qui marchons, nous qui sommes dans le combat écologique, vous avez l'impression que la pandémie de Covid-19, c'est l'affaire des autres. J'ai bien suivi mon ami Ngomon. On est là dans tout ce qu'il a déroulé, c'est l'aspect qui revient à la première phase. Nous sommes aujourd'hui dans la résurgence. Et puis, voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore dit exactement l'origine du virus. Le virus est devenu une affaire de géopolitique. Voyez-vous, alors que nous savons, nous, les écologistes, qu'au jour d'aujourd'hui, presque 60% des maladies infectieuses innovantes, émergentes, sont des zoonoses. Et en fait, les zoonoses, c'est quoi? Les zoonoses sont des maladies qui peuvent se transmettre de l'homme à l'animal et vice-versa. Et on voit, effectivement, tous les spécialistes, même dans le dernier rapport de l'Institut de recherche de développement de Montpellier, vous dit exactement comment se développent les zoonoses. Il parle par exemple de l'étalement de l'environnement urbain, le braconnage. Vous allez à Ndokoti, vous allez voir comment les gens vous bouffent le gibier sans se rendre compte que ces animaux-là sont généralement les porteurs de ces virus. Vous avez par exemple la dégradation de l'environnement naturel. Souvenez-vous, à une certaine époque, ici, j'avais dénoncé ces lions qui sortaient dans l'Ombam et allaient manger. Tout dernièrement encore, on a vu les grands singes à Nyabizan. Et j'ai même décrié, j'ai demandé si Nyabizan ne serait pas le Ouyan camerounais. Tout simplement parce que, en construisant le barrage de Mainvelay, je ne sais pas si on a tenu compte du plan de gestion de l'environnement et social. Donc, on a détruit comme ça les habitats naturels des primates. On a retrouvé les grands singes se balader dans la rue. Et c'est une histoire assez cocasse. Et quand vous prenez, par exemple, la carte de répartition des centaines de milliards qu'on a mis à la disposition de monsieur le ministre de la Santé, moi j'ai scruté, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mal aux yeux, nulle part je n'ai vu une partie réservée au ministère de l'Environnement. Alors que cette histoire nous concerne. Ailleurs, c'est les écologistes qui sont en avant-garde de cette affaire. Parce que derrière tout cela, je vous dis, on ne nous dit pas exactement quelle est l'origine du virus. Mais nous savons par exemple au Cameroun qu'on a près de 1000 espèces de chauves-souris et que les chauves-souris sont les habitats naturels des virus. Il a été démontré au jour d'aujourd'hui que... Parce que moi, j'ai l'impression que les Africains ne comprennent pas comment fonctionne le monde. Vous avez, par exemple, des sols, des perches de sol au niveau de l'Antarctique. On vous dit, les chercheurs vous disent aujourd'hui que si à cause du chauffement climatique, il y a effondrement de ces glaciers-là, ces glaciers vont libérer des tonnes et des tonnes de virus dans le monde. Donc, par conséquent, il faut se préparer. Je dis donc que lorsque nos lions sortent de la brousse, lorsque les chauves-souris quittent la mangrove, le bois de singe pour s'installer à Bonanjo, Bonaprise, autres, à côté des humains, lorsque les gens manipulent les animaux dans les maisons, il faut leur dire de faire attention. Ils sont des facteurs contaminants et multiplicateurs de ce virus. Voilà, on accueille sur ce plateau le docteur Roger Itoin. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos auditeurs, à tous vos téléspectateurs et je suis désolé du retard. Non, ça va, merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, Cheikh Ali, l'Union africaine demande aux Africains de se préparer à cette nouvelle vague, cette deuxième vague. Oui, mais malheureusement, connaissant la façon dont nos gouvernants agissent sur le terrain, nous devons nous attendre au pire. Au pire? Oui, au pire. C'est-à-dire qu'on a évité le pire la première vague, cette fois-ci, c'est réel? J'ai entendu le représentant du RDPC expliquer benoîtement toutes les réalisations qui ont été faites. Moi, je retiens surtout que le gouvernement a agi à force de tweets. Le représentant du FSNC déplore le comportement des citoyens camerounais. Oui. Le gouvernement appelle à un sens de responsabilité des gars. Oui, mais appeler... Parce qu'on a vu le 30 avril, lorsque le Premier ministre a commencé à alléger, c'était la fête. Les Camerounais étaient comme si on avait gagné, remporté la Coupe du Monde. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Entre rester à la maison et mourir à coup sûr de faim et aller dehors avec une chance de survivre, le choix est vite fait. Les pays sérieux qui ont ordonné le confinement, ils ont mis des mesures d'accompagnement.
Il y a eu plus de morts aussi là-bas. Il y a eu plus de morts, je pas, mais seulement le gouvernement était à côté de la population. Oui. On donnait à manger aux gens. On faisait des mesures incitatives. On allégeait la fiscalité, ainsi de suite. Mais chez nous, pendant Aux États-Unis, on donne à manger aux gens. Hein. On a vu dans des reportages des files de voitures, des gens qui allaient prendre de la bouffe. Mais là, on nous parle de 30 000 morts. Oui, mais parce que l'organisme des Occidentaux est beaucoup plus fragile face au virus de la grippe. Mais ça fait rire le docteur Edouard à côté de vous. C'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à une épidémie de grippe. Oui, La célèbre grippe espagnole a fait 50 millions de morts. oui. Le SRAS, un peu plus près de nous, Oui, le oui, syndrome respiratoire aigu, c'était aussi une forme de grippe. Le coronavirus aussi est une forme de grippe. Il est prouvé que l'organisme africain est beaucoup plus résistant aux grippes. Je dis grippe au pluriel. Cette fois-ci, on a eu affaire à une variété de grippe particulièrement féroce. Et ce n'est pas le gouvernement qui nous a sauvés. Le gouvernement n'a strictement rien fait. Ce que moi je retiens... Strictement rien fait, comment? Oh, ils ont fait beaucoup. Ils ont pillé de l'argent énormément. Je retiens beaucoup plus les scandales des milliards qui ont été détournés, de la cacophonie dans les mesures prises. Oui. Lorsque vous dites qu'on a allégé, je ne sais pas à quel moment on a mis les gens en confinement, je ne sais pas à quel moment on a déconfiné. Ça fait quelques jours, on a assisté à une bataille de clochers entre le ministre de la Santé et le secrétaire général de la présidence. Oui, oui, justement. L'un lui dit démanteler les centres, Je vais poser l'autre cette dit question au que docteur. je ne démantèle pas. Aujourd'hui, ils viennent nous dire que la population manque de sérieux. Non, attendez. Ok. Attendez. Oui. On nous a parlé des respirateurs. On nous a parlé de l'incivisme des citoyens. Les citoyens ne vont pas à l'hôpital parce que pendant la première phase, lorsqu'on était soupçonné d'avoir cette maladie, on vous enfermait tout simplement. Lorsque vous Il y avait une aviez stigmatisation. aucun suivi, et pire encore, ceux qui avaient les Et tous moyens... ces cas de guérison dont nous parlait le ministre Mais Mandela tous les jours. tout naturellement, Donc c'est tout naturellement que les monsieur Camerounais- Serge allait autour. Oui. Même chez les Blancs, le taux de mortalité, c'est de moins de 5%. N'est-ce pas? Et si le gouvernement aujourd'hui vante les mérites de la médecine traditionnelle, c'est juste pour masquer son incapacité à faire quoi que ce soit. C'est pour rassurer la population. Ils disent non, prenez de la tisane, vous allez guérir. On va se retrouver, s'il y a encore une nouvelle vague, je crains qu'on ne se retrouve dans la même situation que les Malgaches ont eu. Oui. On leur donne des remèdes de bonne femme en leur disant bon, ça va, ça peut aller. Alors au lieu de prendre le taureau par les cornes, Ok. il y a des villages au fond de l'extrême nord, du nord de la Damawa, je parle des zones que je connais, où on n'a jamais vu le plus petit flacon de gel hydroalcoolique. Mais de temps en temps, quand ils arrivent à voir la télévision là-bas, ils entendent un ministre leur parler du gel hydroélectrique qu'ils n'ont jamais vu. Le gouvernement n'a rien fait. Ok. Vous êtes venu faire la comédie. Merci. Si vous Donc, estimez que c'est la comédie, nous serons à deux à le faire. Oui, vous êtes venu faire la comédie. Et je voulais vous rappeler que cette maladie est une question de santé publique. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez toujours ce chic de tout récupérer. Quand ce n'est pas les morts, maintenant c'est les maladies, c'est les gibiers. Je vous rappelle que c'est vous qui avez confisqué moi, je pense que les dons qu'on faisait moi, je pense lutter que contre vous cette aurez maladie. pu vous installer dans Docteur la Edouard. sensibilisation. Tandis que Je vous en prie. vous, à force de répression, vous confisquiez ce qu'on voulait partager aux Ce Camerounais. n'est pas un problème politique. Merci. Et vous, c'est Merci, politique, merci, Cheikh Assad. Non, Merci. c'est pas un On va problème revenir. partisan. Docteur et toi, il y a quand même cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, au ministère de la Santé publique, qui demandait, c'était le 7 octobre, de démanteler tous les dispositifs installés sur certaines infrastructures sportives. Voilà. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que ce n'est pas vaincu, ce n'est pas éradiqué. Comment comprendre ça? Parce qu'il y a une mission de la CAF qui devait séjourner au Cameroun. On a démantelé au niveau du stade, les stades de Ngouaikele, Mbapelepe, Middelfarm Stadium à Libé. Comment comprendre cette façon de faire les choses? Je pense Comment on va faire avec cette deuxième vague qui est annoncée? Où est-ce qu'on va mettre
ces cas confirmés? Bon, je pense que dans la gestion, la survenue des crises sanitaires ont certaines caractéristiques précises que, premièrement, écrit de l'émoi dans la population, ce qui laisse place à toutes sortes de rumeurs avec un certain retentissement médiatique. C'est pour ça que nous débattons ici aujourd'hui. Deuxièmement, elles remettent en cause et jettent un doute sur le savoir médical. L'invité d'à côté a dit que les gens se soignaient avec les potions traditionnelles. On l'a vu, tout le monde. Je pense que aussi aujourd'hui, les gens pensent que c'est peut-être le traitement de Monseigneur Cléda et que les hôpitaux ne valaient rien. Les gens, donc, les crises sanitaires ont l'habitude de remettre en cause et tout ça, le savoir médical, les institutions de santé. Et la troisième caractéristique, c'est qu'elle place toujours le gouvernement ou les pouvoirs publics dans un dilemme. Soit elles ne font pas trop et on les accuse de négligence, soit elles font trop et on les accuse de créer la panique. La quatrième caractéristique, c'est évidemment qu'elles remettent en cause des questions de liberté, de responsabilité individuelle ou collective, de liberté. Vous voyez, partout, on confine les gens, on attache, on restreint les libertés. Donc tout ce cocktail n'est pas toujours évident à pouvoir manager. Maintenant, dans la phase, comment on peut comprendre démanteler, faut pas démanteler. Il faut savoir que on a démantelé. Oui, maintenant, on nous annonce une seconde vague. Les phases d'une crise sanitaire, évidemment, ce qu'il y a d'abord une phase pré-critique. Il y a des signes annonciateurs où on dit qu'on a découvert un virus en Chine et tout, donc ce sont des signes avant-coureurs. Ensuite, il y a une phase critique où c'est un peu la panique, où on prend un certain nombre de décisions, parfois incontrôlées, et tout ça pour essayer de parer. C'est un peu comme si la toiture est un peu percée un peu de partout. Vous essayez un peu de rabibocher, de coller un peu de partout pour que la maison n'inonde pas. Oui. Donc, c'est justement dans ce cadre que sont intervenues les installations de ces hôpitaux de campagne dans les stades. Oui. Tout ça parce qu'évidemment, on a vu que ça se faisait ailleurs. On a également implanté chez nous. Après la phase critique, la troisième phase, c'est la phase chronique. Où après, on fait maintenant des évaluations, des auto-évaluations. On fait des enquêtes pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc, les pouvoirs publics sont en droit de voir en ce moment, dans cette phase chronique, parce que nous y sommes, de voir est-ce que c'était utile de mettre des hôpitaux de campagne? Oui. Est-ce que c'était utile de les mettre dans des stades? Oui, non. Donc, ils sont dans personne n'a le monopole de la gestion de la crise parce que nous sommes dans le domaine de l'incertitude progressive, chronique. Personne, vous voyez, une grande nation comme la France a été surpris par la première vague. Après, on s'est dit que voilà, et tout ça, ils ont quand même tiré des leçons. Ils reviennent à la seconde vague. Ils n'ont pas toujours augmenté le nombre de places en réanimation. Ils n'ont toujours pas le nombre de masques. Ils n'ont toujours même pas le minimum. Il manque en ce moment 100 000 places de personnel soignant. Ils sont en ce moment en train de chercher où ils vont les trouver. Ils ne trouvent pas. Donc, ce n'est pas évident. Je ne dis pas ça pour dédouaner qui que ce soit, mais j'essaye un peu de dire comment, sur le plan conceptuel, les crises sanitaires sont gérées. Ensuite, la quatrième phase, qui est évidemment la phase de la résolution de la crise sanitaire, qui va intervenir beaucoup plus tard. Voilà. Je crois qu'on va d'abord prendre le professeur Metounou. Professeur, vous êtes là? Oui, alors, merci. J'ai suivi un bout à l'appréciation de mes collègues concerne le comité de gouvernement, la destruction des centres cliniques qui ont été érigés sur les stades. Pour moi, c'est une question là-dessus que je me dis, si vous bien regardez, ériger ces centres médicaux
moi je me demande à quelle capacité ces centres ont été utilisés. Donc si aujourd'hui elles ont été de quoi qu'elles n'ont pas été utilisées, même pas 50% de capacité. Et moi j'implore juste les mesures d'accompagnement pour le gouvernement. Bon, il ne suffit pas de communiquer, de dire qu'il faut respecter les règles. Aujourd'hui, je dis, avec les écoles qui sont faits, on va pouvoir appliquer dans les écoles au moins des mesures de protection chez les enfants, leur donner des gants, ou bien leur donner des masques, et tout le temps, quoi, voir comment renforcer dans ces milieux qui sont faits pour la transmission russe, voir comment aider les familles dans les écoles à limiter la transmission. Je crois que c'est une mesure dont le gouvernement devrait se pencher beaucoup. Et aujourd'hui, je crois qu'on va encore recruter les centres. On devrait plutôt se concentrer sur voir comment essayer de multiplier les mesures d'accompagnement dans les écoles ou bien dans le service où on donnerait aux enfants au moins le minimum pour limiter les transmissions. Quoi. Donc ça, c'est ce que je dois dire pour ça. Parce que là, et puis, même si le climat au Cameroun n'est pas une deuxième, cette vague est arrivée par les transports, les cas importés. Parce que beaucoup de personnes dans les pays tempérés échangent dans les pays tropicaux pour le bon temps. Et alors, et là où il y a le risque de seconde vague, on devait amplifier des mesures de protection, le gouvernement a amplifié, parce que ce serait les centres médicaux qui fait jusqu'à présent, parce que la question est vers un pays tropicaux pendant les saisons pluvieuses, et on est qu'à la fin de la saison pluvieuse. Je me dis qu'on ferait d'amplifier les accompagnements pour essayer de limiter la transmission des importés. Ça, c'est ce que j'ajouterais à ce que mes collègues viennent de dire. Ok, merci professeur. On revient à vous. Honoré César Ngomo, il y a aujourd'hui, le ministre a sorti les chiffres, vous avez dit 22 000 cas confirmés, plus de 21 151 personnes ont recouvert la santé. Mais aujourd'hui, on parle d'une nouvelle vague. Vous avez semblé dire qu'on a maîtrisé un peu la première fois, mais est-ce que le fait que le ciel soit réouvert à nouveau, c'est-à-dire que les voyages, on sait que c'est arrivé par avion au mois de mars, docteur, voilà. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter comme la thématique ce soir l'indique, Monsieur Serra, par rapport à cette deuxième vague? Il y a lieu de s'inquiéter véritablement? Avant de répondre à votre question, je ne vais pas laisser passer ce que M. Tchèque venait de dire tout à l'heure là. J'ai comme l'impression que quelquefois, lorsque nous avons la chance d'avoir la parole sur la place publique, en ce qui concerne ces partis, on fait tous les efforts pour voir en mal. Nous sommes dans un cas d'épidémie. Ce n'est pas un problème d'un gouvernement ou d'un parti politique. Et si je voulais regarder dans cet angle-là, je pense que vous êtes très mal placé pour nous donner des leçons, M. Tchèque, sur ce plateau. Ah, mais donnez-les. Survival, votre parti a collecté des milliards de francs. Oui. Combien de Camerounais avez-vous aidé? Combien de Camerounais, combien d'hôpitaux, combien de centres d'animation, combien de respirateurs, combien de citoyens avez-vous sauvés par rapport à cette pandémie? Zéro. Eh bien, pour revenir à la préoccupation vous avez au cas vu les de chiffres. monsieur, mais on note tout simplement que les fonds collectés vous ont permis à pouvoir vous acheter de nouveaux véhicules, de nouvelles maisons, à alimenter vos enfants dans des paradis fiscaux. Ils sont bien à l'aise, ils sont en sécurité. Mais les Camerounais, le gouvernement camerounais, avec l'argent des contribuables des Camerounais, a mis au service des lits, des centres, des respirateurs, des masques et un certain nombre d'éléments pour pouvoir prévenir et prendre en charge tout cas de Covid gratuitement. Et cela a été fait. Aujourd'hui, résultat, les lits cherchent malades au Cameroun. Les respirateurs cherchent malades au Cameroun. Donc, il faut pouvoir savoir, raison garder, lorsque nous avons une préoccupation assez importante comme celle-ci. Ce que les Camerounais veulent, c'est de savoir que lorsqu'on nous avait prédit le pire par rapport à cette maladie, beaucoup n'ont pas vu le gouvernement venir. Le gouvernement a anticipé. Imaginez-vous qu'on serait arrivé dans un cas
d'être débordés comme nous l'avons vu à l'Occident. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous aurez dit? Mais au lieu d'applaudir pour une fois le gouvernement, vous voulez qu'on applaudisse les vols? Après, Vous êtes sérieux? Les vols? je ne voudrais pas faire une confusion. Non, j'ai dit vous voudrais me pas demandez faire- d'applaudir les vols. Quand j'écoutais sagement. Je ne voudrais pas faire une confusion. Si écoutez, certains je vous écoutais compatriotes, sagement, si mais certains- ne me demandez c'est mon pas tour de d'applaudir parole, le vol. c'est mon tour de parole. Je ne voudrais pas faire une confusion. Le gouvernement a œuvré, a anticipé. Aujourd'hui, le résultat est là. C'est réussite 200%. Maintenant, si certains compatriotes se sont amusés à distraire de l'argent public qui devait servir pour cette mission-là, ils vont en répondre. Ils vont en répondre. Mais pour l'instant, les cas Covid au Cameroun, nous avons eu combien de cas de décès? On vous dit qu'on a eu 424 cas de décès. Et les 424 cas de décès, on vous dit qu'on a eu près de 429. On vous dit qu'on a eu plus de 90 cas de comorbidité. On a eu combien de cas de contamination? 22 103 cas de contamination. On vous dit qu'aujourd'hui, le cas de guérison, nous avons 21 151. Il faut applaudir. Parce qu'on a vu pour une fois le gouvernement fait appel à tous ses fils et filles, les praticiens, tout ce qui pouvait contribuer à pouvoir trouver une solution. Nous avons vu la solution Cléda, nous avons vu la solution des différents praticiens qui ont payé. Moi-même, j'ai été touché avec ma famille, ma famille avec. Mais nous n'avons pas eu peur de l'hôpital, nous nous sommes servis de cette portion de la grand-mère. Et en une semaine, le cas était réglé. Donc, lorsque vous venez sur un plateau dire, vous voulez présenter que ce qui n'a pas marché, selon vous, mais vous évitez sagement de dire que votre parti, le MRC, a collecté des milliards de francs pour pouvoir venir en aide à ces malades-là. Mais on a eu 0 cas de la part de votre parti sauvé. Au contraire, vous avez voulu faire comme d'habitude de l'agitation populaire au lieu d'aller construire des petits centres et prendre des populations en charge. Vous avez fait que distraire l'opinion pour d'autres fins. Donc, il faut que ce soit clair. Pour la deuxième phase, M. Serge Alaotou, je pense que si le Cameroun a pu tenir face à cette première vague, je crois à mon gouvernement, je crois à l'État du Cameroun qu'il est également prêt pour pouvoir parer au deuxième, au troisième, au millième cas. C'est pour cela qu'il appelle tous les Camerounais à ne pas baisser la garde. C'est vrai que certains d'entre nous, moi avec, nous avons quand même pris, il m'est arrivé de vouloir entrer dans un édifice la semaine dernière, j'étais oublié de supplier le monsieur en question, comme j'avais oublié le masque, de faire avec. Pourtant, il y a des mesures, je me rappelle qu'il y a des jours, on ne me laissait pas entrer. Mais je me rappelle que la semaine passée, j'ai supplié, pourtant il fallait que j'ai mon masque avec moi. Et vous êtes entré? Mais présentement, la preuve sur ce plateau, j'ai mon masque avec moi. Vous êtes allé là. Oui, on m'a laissé entrer. Ah donc, bon? il faudrait, on m'a laissé entrer. Donc, je voudrais qu'on prenne en compte la lettre. Et maintenant, pour parler des aéroports, le gouvernement, avant de pouvoir... qui est désormais ouvert. Le ciel couvert. Le gouvernement, avant d'ouvrir les frontières, a pris toutes les mesures, toutes les précautions. Il faut le dire, il faut que tout le monde le sache. Vous ne pouvez pas entrer au Cameroun si vous n'avez pas au préalable votre test qui date de moins de 48 heures. Il faut le dire. Et si vous arrivez au Cameroun et que vous êtes testé positif, on vous prend en charge. Il y a des centres spécialisés qui ont été mis pour cela. Donc le Cameroun n'a plus peur de ces virus-là. Le Cameroun dit tout simplement qu'à l'intérieur, comme nous avons des véhicules qui circulent, qui sont encore circulés, nous pouvons avoir des cellules mortes. Il faudrait tout simplement encore redoubler d'ardeur. Ce n'est pas parce que, comme M. Dizier l'a dit tout à l'heure, parce que la France a dit non. Okay. Nous sommes occupés du coronavirus sans tenir compte de la France. La France a fait un confinement obligatoire, mais nous sommes allés dans un confinement volontaire. Et il faut applaudir les efforts et la réussite et les progrès du gouvernement. Une minute. Par rapport Une minute. J'ai une question un peu technique pour le docteur Etoile. Docteur Etoile, le test c'est 48 heures avant le voyage. C'est 72 heures. 72 heures. Oui. Voilà. Vous faites votre test 72 heures avant le voyage. Oui. Vous ne pouvez pas contacter le virus entre le jour où vous avez fait le test et le jour du voyage. Comment on gère ça? Si, je pense qu'il y a dans le dispositif de santé aux frontières, il y a une double sécurité. Ça veut dire que vous faites votre test qui date de moins de 72 heures. Oui. Mais à l'aéroport, vous êtes retesté à nouveau. Vous êtes retesté à nouveau. Et donc, si vous êtes positif, effectivement, vous entrez
en quarantaine cette fois, parce que confinement c'est quand vous n'êtes pas encore malade, et quarantaine c'est quand vous êtes malade. Donc vous êtes en quarantaine, on vous prend en charge. Et voilà. Gratuitement. Ok. Voilà, merci. Cheikh, allez-y donc. Vous voulez répondre? C'est que nous sommes habitués à ce genre d'attaque venant de la part du RDPC. Mais c'est vous qui avez provoqué, c'est pas vous qui avez attaqué, c'est pas le RDPC qui vous a attaqué. Vous savez, monsieur Serge Alain, j'ai une certaine indépendance d'esprit. On ne va pas me demander d'applaudir quand il y a des morts. Si on s'en tient aux chiffres même... Mais il y a eu des morts partout, hein, où il y a l'épidémie. Il y a eu des morts partout, mais il y a eu des morts qu'on pouvait éviter. Oui. Sans être médecin, je sais qu'en principe, le coronavirus n'est pas mortel. Le coronavirus est mortel pour les personnes âgées, pour les personnes qui présentaient diabète, des déficiences, ainsi de suite. Moi, personne, ça me fait Non, mal. je voudrais préciser. Parce qu'il y a un débat, on dit personnes âgées, des personnes atteintes de diabète, c'est plus... C'est pas des vérités absolues. Oui. Hein? C'est pas des vérités absolues. Effectivement, sur le plan statistique, des personnes les personnes âgées, qui ont été le plus touchées pendant la première vague, c'était lesquelles? Je reviens. Oui. Moi j'étais contaminé, j'étais personne âgée. Non, je dis les personnes qui ont... Sur le plan technique, oui. Sur le plan statistique, effectivement, ce sont des personnes âgées ou des personnes qui présentent un certain nombre de comorbidités qui sont le plus à risque de présenter des cas graves, voire de décéder. Mais j'apporte un bémol, c'est que en ce moment, on observe les caractéristiques de la seconde vague en France, et vous avez quand même à peu près 35% des personnes en réanimation qui sont âgées de moins de 54 ans. Oui. Et là, ça dit que la seconde vague semble un peu plus pernicieuse que la première vague. Et c'est l'occasion pour moi de signaler, de dire aux Camerounais de faire attention, surtout maintenant, parce que dans les statistiques qui sont brutes, on a dit, je crois, on a 22 130. Oui. Et 21 151. 422. Voilà. Mais si vous faites une soustraction entre les statistiques du début de mois d'octobre et de la fin de mois, ça fait quand même près de 1200 contaminations en un mois. Oui. Ce qui est trop. Si vous faites également une soustraction entre le nombre de morts entre le début du mois d'octobre et celui du mois du début et de la fin, ça fait quand même 9 morts en un mois. Ça fait 3-4 mois où nous étions à une moyenne de 3 à 4 morts par mois. Donc quand même, ça montre quand même que ça frémit. Et là, il faut faire attention parce que dans l'histoire naturelle de l'évolution de la maladie, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous allons voir les retentissements dans 2 à 4 semaines, parce que pendant les 5 premiers jours vous avez des signes, vous êtes positif, après des 10 jours vous avez des signes mineurs, mais la gravité des symptômes commence à s'installer à partir de la 3e semaine. Donc il faudra être très attentif aux chiffres de la fin du mois. Cheikh Ali, allez-y. Vous êtes sur le plateau. Allez-y. Non, Cheikh Ali, allez-y, c'est votre tour. Terminez votre... Vous semblez particulièrement... Non, Cheikh Ali, c'est moi qui donne la parole. Alors, allez-y. J'étais en train de dire. Oui, c'est parce qu'on a besoin d'explications complémentaires. Le corona, en fait, est dangereux lorsqu'il y a complications. Oui. Quand il y a complications, très souvent on a besoin de respirateurs. Nous vivons tous à Douala, la plus grande ville. On connaît tous les scandales qu'il y a eu. Dans les hôpitaux publics, on présentait des factures à 650 pour les malades du Covid. On nous dit que officiellement, on nous dit que la prise en charge est gratuite. Par la suite, j'ai vu un ministre faire semblant de s'indigner en disant que les directeurs des hôpitaux qui ont présenté les factures ont mal agi. C'est l'État qui facturait? C'est les hôpitaux publics, monsieur. Ou c'est des individus qui avaient la charge de certains hôpitaux? Est-ce que c'est l'État qui facturait? Monsieur, lorsqu'il y a le cachet rond de l'État, ça veut dire que c'est l'État. Public de l'État. Monsieur, lorsqu'il y a le cachet rond, je considère que c'est l'État. Ok. Lorsqu'on met le cachet portant le sceau de l'État, ça veut dire que c'est l'État. Ok. Waouh.
Si dans le discours public, selon le MSC, ministre, selon le MSC, si dans le discours public, le ministre a dit que la prise en charge est gratuite et que le lendemain, des Camerounais se retrouvent dans des hôpitaux publics et qu'on leur demande de payer, c'est un fait. est-ce qu'on peut avoir des noms? Nous sommes là devant les antennes. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un hôpital public qui a Je facturé? n'en donnerai point parce que c'est de Parce qu'il n'y en a notoriété pas. publique. Vous n'en donnerez pas parce qu'il n'y en a pas. Parce que ça a fait l'objet d'un débat sur ce même plateau. Vous ne donnerez pas parce qu'il n'y en a pas. Oui, oui. Permettez, Si il y en a, vous donnerez le nom. Le sadisme de ce régime n'a pas de limite. Lorsque le MRC, avant d'être obligé de distribuer, et ce n'est pas le MRC, c'est Survival Cameroun, avant d'être obligé de distribuer les gels et les masques, a d'abord préféré les remettre au ministre de la Santé publique, qui a refusé de les recevoir. Après avoir collecté des dizaines de milliards, vous venez acheter Alors, des ailes de 200 000, vous venez faire appeler les caméras à renfort de 500 000, vous venez faire publicité. Écoutez, question simple. Si Survival Cameroun avait collecté 1000 milliards et qu'ils étaient venus avec un seul flacon de gel, au vu de la situation urgente, je pense que le ministre aurait dû... C'est pas le ministère qui en avait besoin, c'est les populations camerounaises qui en avaient besoin de gel. Et lorsque on les distribuait dans la rue, ce n'est pas un ministère qui fallait aller distribuer. Le ministère n'en avait pas besoin. J'ai personnellement le assisté gouvernement dans une gendarmerie. C'est les populations qui a été interpellé pour avoir Vos militants en avaient besoin. Je dis, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que la police et la gendarmerie ont mis en garde à vue des personnes qui distribuaient des masques et des gels? Ok, merci. Didier dans quelle brigade? Faisant de nous la risée du monde civilisé. Je vous en prie. Voilà, merci. Didier Impoua, on revient à notre question principale. Cette deuxième vague, est-ce qu'il faut véritablement s'en inquiéter? Ce qui se passe. Oui, cela va sans dire, Serge. Parce qu'en France, on dit que cette deuxième vague sera beaucoup plus que la première. Oui, je suis un peu très déçu parce qu'il y a mon ami, l'avocat, qui tente de cloner. L'avocat du MRC. De cloner le virus. Non, il est avocat de la du pandémie, pas le virus de la politique. Je peux vous rassurer que ça ne prendra pas. Cette grève ne prendra pas. Parce qu'il y a une directive, ou bien une exigence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui a bien dit qu'il faut éviter d'introduire la politique politicienne dans la pandémie. Votre discours là, il faut demeurer dans la neutralité axiologique. Votre discours là ne nous apporte à rien. Vous parlez de Douala Yaoundé. Que faites-vous de mes amis de Tchatchibali, de Pitoua, de Bassamba, de Bassondjan? Il faut rester dans la sensibilisation. J'ai eu la chance de lire un certain nombre de bouquins dans lesquels j'ai appris que l'élevage intensif expose ces acteurs-là aux maladies infectieuses émergentes. Et pas 48 heures, j'ai un ami qui vit en Allemagne qui m'a dit qu'il voulait se lancer dans l'élevage intensif à Bazou. Moi, je dis faire attention. Il ne faut pas importer le coronavirus dans mon village. Vous avez par exemple le trafic des espèces rares. On sait par exemple dans le sud, dans les forêts. Ça, c'est des activités qui vous exposent à ces maladies-là. Il faut en parler, maître. C'est-à-dire, vous faites œuvre utile en sensibilisant les populations, vos amis qui sont à côté. C'est ce que je fais tous les jours. J'ai quelqu'un qui m'a même promis un mégaphone. Il m'a dit que je dois aller dans les marchés parler de la distanciation sociale, des mesures barrières. Qu'est-ce qu'on a à foutre? RDPC a fait ci, MS a fait... Sortez du manichéisme paresseux, comme disait Charles Ndongo. Ça nous avantage à rien. Aujourd'hui, on parle de la première, on parle aujourd'hui de la résurgence. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous sommes exposés à un autre type de pandémie. Il faut discuter, il faut parler aux populations. Vous allez faire œuvre utile. Que de nous ramener dans un discours éculé, dans un vieux discours, dans des génériques qui ne nous apportent rien. Maître, vous êtes un intellectuel. Pensez à la sensibilisation. Si vous avez du temps, allez dans les marchés, allez dans les écoles, allez dans les ventes à porter, discutez là-bas. Dites aux gens de porter les masques, j'ai le mien ici. Dites aux gens de respecter les distanciations sur les mesures barrières. C'est le gouvernement qui parle. C'est notre gouvernement, monsieur. En attendant, le jour où vous allez arriver à étudier, je ne sais pas ce que vous allez nous proposer. Mais pour le moment, c'est notre... Ce discours clivant divise les Camerounais. Vous avez assez divisé les Camerounais comme ça. Laissez-nous nous battre contre cette pandémie. Vous récupérez les cadavres de Gbagbo, les cadavres de Koumba,
Maintenant, vous récupérez les gibiers. Non, je ne sais pas. Où en sommes-nous? Parlons, faisons de la sensibilisation, maître. Vous comprenez? Quand moi, je voyais dans le Cameroun, j'étais à Tchatibila, Pitois, partout je parle. Il faut parler aux gens. Il faut leur dire non. Parce que je vous ai dit que l'ignorance est un chaos. En Interland, dans les villages, les gens ne savent même pas que ne savent même pas ce que c'est que le gel hydroélectrique. Vous avez parlé du gel hydroalcoolique. Les gens n'en savent même pas. Mais il faut leur parler. Qui au moins le savon macabo, qui peuvent se nettoyer les mains. Vous comprenez? C'est de ça, c'est ça qu'on attend d'un intellectuel comme vous. On n'attend pas que vous veniez ici parler comme répéter des choses. Je ne sais pas si on vous dit ça dans vos cellules de base, je ne comprends pas. Parce que vous dites la même chose. Vous me dites que je suis intellectuel et vous pensez qu'on est obligé de me dire ce que je dois dire, monsieur? Aujourd'hui, ce n'est pas un problème politique, je vous l'ai dit. Je ne parle pas de politique, je parle de défaillance d'un système qui a échoué. On n'en a pas besoin. Parce que vous le dites tous les jours. Depuis que la MSC est créée, je crois pas peut-être en 2018, vous en parlez tous les jours. Il y a des moments où il faut mettre tout ça entre parenthèses. Battons-nous. Il y a des morts chaque jour. C'est pour ça qu'on en parle. Il faut que ce carnage cesse. À cause de vous, beaucoup de gens ne respectent pas les mesures barrières. Le saviez-vous? Non. Nous avons partagé du gel, monsieur. Nous avons partagé des masques. Parce que vous avez dit que le gouvernement ne fait rien. Justement, le gouvernement ne fait rien, monsieur. Tuer. Le gouvernement ne fait rien. Voilà, c'est ce discours-là qui est mauvais. C'est parce que le gouvernement n'est pas parvenu à donner cette chloroquine est un discours contaminant. C'est un discours contaminant. Non, monsieur. Ce discours est dangereux. Ne pouvant pas donner la chloroquine, vous avez poussé les Camerounais à boire de la tisane en leur disant que c'est la panacée, ça guérit tout. Est-ce qu'elle n'aide pas? Je bois le Est-ce que cette Fibagras. tisane n'aide pas? C'est prouvé, monsieur. Par quelle étude? Mais moi j'en ai pris lorsque le malgache, moi j'en ai on vous a dit que cette maladie n'est pas mortelle à 100%. Moi j'en ai pris. Elle guérit à 95%. Vous avez été contaminé, vous avez eu le Covid, vous avez été victime du Covid. Je ne sais pas. Moi j'ai Voilà, été il ne sait pas. Ma famille et moi avions été victimes. Et nous avons été sauvés par une tisane. Et on guérit spontanément dans 95% de cas. Mais vous n'allez pas dénier l'expérience que j'ai vécue. Mais ici, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que, en dépit de toute chapelle politique, nous sommes à une épidémie mondiale. Ok, merci. Mondiale. On va laisser le mot de la fin. Et chacun a vécu une expérience et dont il peut apporter un témoignage édifiant. C'est aussi simple. Pas de chapelle politique ici. Merci, merci, cher monsieur. Merci pour cette première phase d'Equinox Soir. On se retrouve dans un instant pour Equinox Soir deuxième partie. Mais avant cela, une page de pub et vous allez retrouver tout de suite après le 20h de Julien Berthe Bissaï. Bébé. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique.